L'hôtel Ibis renaît d'une nouvelle ère. Désormais, hôtel École Les Bénins, ce joyau s'inscrit comme un symbole de renouveau et d'ambition pour l'hôtellerie togolaise, une renaissance historique et un engagement pour l'avenir. Cet établissement emblématique qui allie histoire, modernité et excellence va offrir des services de qualité à sa clientèle avec une ambition de restaurer sa splendeur et de le repositionner comme centre d'excellence en hôtellerie et tourisme. L'hôtel était dans un état tel qu'il fallait vraiment le rénover de fond en comble. Et donc c'est ce travail que nous avons fait. On a fait vraiment une rénovation du sol jusqu'au plafond. Donc si je prends les chambres, tout le sol des chambres qui était moquette a été refait en carrelage, ce qui donne effectivement beaucoup plus au niveau hygiène, ce qu'aujourd'hui les gens apprécient. Puisqu'aujourd'hui, vous le savez, un hôtel qui se respecte, ce n'est plus la moquette au sol. Rénové avec un budget de 3,5 milliards de francs CFA, l'hôtel École Les Bénins ne se limite pas à offrir un service d'hébergement. Il est également un établissement propice aux formations et perfectionnements professionnels en hôtellerie et tourisme au Togo. Il s'agit des formations des professionnels compétents pour répondre aux exigences du secteur hôtelier. Nous avons trouvé nécessaire de ramener l'école à l'hôtel École Les Bénins. La première raison qui nous a poussé à y penser, c'est l'expérience que nous avons à l'hôtel Sarakawa avec des jeunes qui arrivent, qui nous disent nous sommes prêts, et puis vous allez voir que pendant 6 mois, le gars il n'est pas, c'est pas ça, la pratique n'y est pas. Ce que nous pouvons comprendre aussi, parce que très souvent, le jeune il arrive, il fait la théorie à l'école, quand il rentre à la maison, il met le charbon de bois et puis il fait la pâte. Donc ce n'est pas du tout pareil ce qu'on attend de lui. Voilà. Donc pour nous, il fallait effectivement mettre ça en place pour que les gens qui sortent de leur école puissent se recycler. L'hôtel École Les Bénins, entre-temps connu sous le nom d'hôtel Ibis, a été longtemps un pilier de l'hospitalité locale avant de tomber dans un état de décrépitude avancée. Aujourd'hui, l'hôtel devient un acteur clé dans l'hôtellerie et de la formation hôtelière et touristique au Togo et annonce sa réouverture officielle le 18 décembre 2024. Qu'ils soient d'origine électrique ou végétale, les incendies représentent une menace constante. Ce risque, souvent aggravé en fin d'année lors des fêtes, appelle à une vigilance accrue et à une prévention renforcée. Dans ce cadre, le gouvernement togolais a activé un dispositif national de prévention et d'alerte incendie. L'annonce a été faite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Madjoulba. Ce dispositif vise à assurer une réaction rapide et efficace face aux incendies et autres situations d'urgence. Afin de limiter les risques, plusieurs mesures ont été recommandées à la population. Pour les incendies électriques, il est conseillé de faire réaliser des installations conformes par des professionnels qualifiés, d'utiliser du matériel certifié et de vérifier régulièrement les circuits électriques. La surcharge des prises électriques doit également être évitée. En ce qui concerne les incendies d'origine végétale, il est interdit d'allumer des feux de brousse sans précaution adéquate, comme les coupe-feux, et de jeter des mégots dans des zones à risque. Les foyers extérieurs doivent également être surveillés en permanence. En cas d'incendie ou de tout autre danger, des numéros d'urgence sont à la disposition des citoyens. Le 118 pour les sapeurs-pompiers, le 170 pour l'Agence nationale de la protection civile, le 117 pour la police nationale et le 172 pour la gendarmerie. Il est rappelé à la population que le code pénal togolais prévoit des sanctions pour tout acte responsable d'un incendie, qu'il soit volontaire ou involontaire. Un appel est lancé à la responsabilité collective pour que cette période festive se déroule sans drame. La prévention reste la meilleure protection.
Le Togo continue d'intégrer de nombreuses mises à jour dans ses démarches de digitalisation des services publics. Il s'agit des solutions qui permettront aux administrations d'offrir à leurs usagers, personnes physiques ou morales, la possibilité de remplir des formulaires en ligne, de soumettre leurs dossiers, puis de payer les frais de traitement et surtout de prendre rendez-vous pour poursuivre éventuellement les formalités. C'est dans cet ordre d'idées que le ministère de la Justice annonce qu'à partir de ce vendredi, les dossiers de demande de nationalité se feront désormais en ligne. En effet, à compter de ce vendredi 13 décembre, tout le processus de demande du certificat de nationalité togolaise est géré en ligne. Il s'agit d'un gain de temps et d'argent pour les usagers qui désirent avoir ce document. La direction de la nationalité, quant à elle, située dans l'enceinte du tribunal de grande instance de Lomé, ne prendra plus de dossiers, mais se consacrera juste à l'étude de ces dossiers. Une fois terminé, le requérant se dirigera vers la préfecture la plus proche pour le retrait. La passerelle sur la nationale numéro 1 au niveau de Aguazongo a cédé cet après-midi sous le choc d'un camion-citerne. Les témoins oculaires du drame parlent de plusieurs victimes, y compris les occupants du camion-citerne. Selon les témoignages, un camion-citerne avait aussi cogné la passerelle, laissant des fissures. Et le choc de cet après-midi n'a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Les forces de l'ordre ont immédiatement investi les lieux en compagnie des autorités locales. Pour l'heure, aucun bilan officiel ne donne le nombre exact de victimes. Les fouilles continuent puisque la passerelle en question est tombée sur des véhicules et des usagers. Les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre s'activent à dégager la passerelle tombée. Dans les environs, la circulation sur la nationale numéro 1 est presque bloquée. Même les ambulances ont de la peine à trouver leur chemin. Neptune Oil, le spécialiste camerounais de la distribution de produits pétroliers raffinés, commercialisera la première cargaison d'essence de la méga raffinerie de l'entrepreneur nigérian Aliko Dangote. Une première cargaison de 60 000 tonnes de Premium Motor Spirit, connue aussi sous le nom de Mogas, sera envoyée au Cameroun. Ce carburant est utilisé pour les véhicules et les générateurs. Pour l'homme d'affaires nigérian, cet accord est un moyen de promouvoir le commerce des ressources africaines sur le continent. Neptune Oil devient ainsi le principal importateur de produits raffinés depuis la raffinerie de Lekki, située près de Lagos. Le rapprochement entre Neptune Oil et Dangote Raffinerie permettra aux négociants camerounais de diversifier ses sources d'approvisionnement pour renforcer ses opérations en Afrique centrale. Leur objectif est de renforcer la sécurité énergétique nationale et de satisfaire la demande croissante en énergie dans la région. Le Niger a suspendu la radio BBC pour 3 mois après avoir rapporté que des djihadistes avaient tué des soldats nigériens ce mercredi. Niamey ajoute ainsi le média britannique à une liste de médias occidentaux jugés coupables de diffusion d'informations que les autorités nigériennes considèrent comme étant erronées. La junte a également indiqué qu'elle portait plainte contre RFI. La radio française avait également rapporté que les djihadistes avaient tué 90 militaires et plus de 40 civils à Chatoumane, dans la région de Terra, à la frontière avec le Burkina Faso. Après sa prise de pouvoir lors d'un coup d'État en juillet 2023, le gouvernement militaire avait interdit plusieurs médias occidentaux, dont 2 chaînes françaises, Radio France Internationale et France 24. Les habitants de N'Djamena, la capitale du Tchad, se sont retrouvés dans une situation désespérée lorsque le fleuve Chari et son affluent, le Logone, ont atteint des niveaux records. Cette crue extraordinaire a été provoquée par des pluies torrentielles en octobre qui ont submergé des quartiers entiers. Là, c'est tout ce que je mange. L'eau a tout gâté. Le riz, l'oseille, le gombo, tout, il y en a dans l'eau. Environ 4000 personnes ont trouvé refuge dans le camp de Chari-Baguermi. Les inondations au Tchad ont accru les dangers pour les femmes et les jeunes filles, y compris celles du camp de déplacés. J'ai reçu une femme là que son mari l'a contaminée avec le VIH et c'est une mère de 5 enfants, elle est âgée de 27 ans et même la maison est écoulée sur elle.
Maintenant, elle ne peut rien faire pour ses enfants, elle ne peut rien faire. Elle n'a pas une habitation, même la nourriture, tout ça. Donc c'est vraiment horrible pour cette femme. Privées brutalement de soins de santé, de nourriture, d'abri et d'eau potable, les femmes enceintes ont vu leur accouchement devenir potentiellement mortel. Vous me voyez, moi-même je suis devenue maigre comme ça, il n'y a pas à manger. S'il y a à manger, là, je mange le lait, là va venir pour l'enfant, mais il n'y a pas à manger, l'enfant là commence à maigrir, moi-même je maigris tout le temps. Ah ouais? Donc les femmes, ils m'ont bien gardé. Selon les fonds des Nations Unies pour la population, depuis juillet 2024, des inondations catastrophiques au Tchad ont gravement affecté près de 2 millions de personnes. Le nouveau président du Somaliland a prêté serment. Élu le mois dernier, Abdirahman Mohamed Abdoulaye, ancien chef de l'opposition, devient le 6e chef d'État de la région sécessionniste de la Somalie. Séparé du pays depuis plus de 30 ans, le Somaliland n'est pas reconnu par l'Union africaine, les Nations Unies ou tout autre pays en tant qu'État indépendant. La Somalie considère toujours le Somaliland comme faisant partie de son territoire. La première tâche de mon nouveau gouvernement est de renouveler ses relations avec le reste du monde afin que nous puissions créer un nouveau Somaliland qui contribuera à la sécurité de toute la région, y compris la mer Rouge. Dans son discours inaugural, M. Abdoulaye s'est engagé à renforcer la politique étrangère et à intensifier les efforts visant à obtenir la reconnaissance internationale du Somaliland, en citant un argument juridique valable en faveur de sa souveraineté. Au nom des États-Unis d'Amérique, du président Joseph Biden et de l'ensemble du peuple américain, nous tenons à vous adresser nos plus chaleureuses félicitations pour l'événement d'aujourd'hui. Votre Excellence, on m'a également demandé de parler au nom de l'ensemble du corps diplomatique ici au Somaliland. Et je sais, et je peux vous transmettre leur nom, j'en suis sûr, leurs plus chaleureuses félicitations également. Vous avez de nombreux amis au sein de la communauté internationale. La cérémonie d'inauguration a eu lieu un jour après que la Somalie et l'Éthiopie ont convenu en Turquie de tenir des discussions techniques sur un différend provoqué par un accord entre le Somaliland et l'Éthiopie. En Namibie, les élections du 27 novembre continuent de faire débat. Netumbo Nandi-Ndaitwah, première femme élue présidente, se prépare à prendre ses fonctions en mars prochain, mais deux partis d'opposition, dénonçant des irrégularités, ont obtenu une décision de justice pour examiner les résultats. Cette inspection inclut le nombre de votes enregistrés par bureau et par jour, une mesure essentielle selon l'opposition pour éclaircir des anomalies signalées comme les pénuries de bulletins et les prolongations de vote dans certaines zones. Le parti SWAPO, au pouvoir depuis 34 ans, a rejeté ces accusations, affirmant que le scrutin était libre et équitable. L'analyse des données prévue la semaine prochaine pourrait influencer sur la perception de la transparence de ce scrutin, menaçant de fragiliser le climat politique en Namibie. En visitant Chine, le chef de la diplomatie égyptienne s'est dit préoccupé par l'entrée des forces israéliennes en Syrie. L'État hébreu a franchi en début de semaine la zone tampon de la région de Golan, une zone administrée par l'ONU et qui sépare depuis 1974 la Syrie du Golan, annexée illégalement par Israël. J'ai fermement condamné l'agression israélienne contre la Syrie, marquée par la destruction de plusieurs infrastructures et sites militaires en violation manifeste du droit international. De même, j'ai dénoncé l'incursion israélienne et l'occupation d'une grande partie de la zone tampon en totale infraction avec l'accord de désengagement signé en 1974.
Il a également été question de coopération économique entre les homologues chinois et égyptiens à Pékin. L'Égypte, qui a rejoint récemment les BRICS, entend progresser dans différents domaines avec la Chine, notamment dans son projet phare, la ceinture et la route.